bonjour et bienvenue aux rencontres du Festival Un Point un Trait, l'émission de la librairie de Lodève en partenariat avec Radio Lodève. Vous êtes né au Québec, vous avez suivi des études à Oakville, près de Toronto, et travaillé dans différents studios d'animation à travers le monde. Vous êtes auteur de bandes dessinées, dont les Chroniques birmanes, les Chroniques de Jérusalem, qui a reçu le Fauve d'Or d'Angoulême en 2012. Vous avez aussi écrit S'enfuir, récit d'un otage, qui retranscrit les 111 jours de captivité de Christophe André. Vous avez même dessiné le tome 16 de Donjon Monster, sur le scénario de Johannes Farr et de Lewis Trondheim, et répondu à la problématique de nombreux enfants à la recherche d'idées pour la fête des pères en proposant 4 tomes du guide des mauvais pères. Merci Guy, j'ai eu aussi ce livre en cadeau. Guy Delisle, bonjour. Bonjour. Et parce que ça lave la tête et ça fait des bulles, est paru dans la collection Shampoing des éditions Delcourt, pour une fraction de seconde, La vie mouvementée d'Edward Muybridge. Alors je ne sais pas trop comment on le prononce. Alors on va continuer comme ça avec Edward Muybridge. Personne ne le sait en fait. Il est mort maintenant, on ne peut plus le savoir. Donc difficile d'évoquer Edward Muybridge sans parler de Nicéphore Niepce, de Louis Daguerre et de leurs célèbres photos. Ce que vous faites forcément dès la page 10 avec Le point de vue du gras, photo réalisée en 1827 ou La prise de vue de la rue du Temple faite en 1838. Que vous présentez, page 14. Que représentent ces deux noms et ces deux photographies dans l'histoire de la photo? L'idée, en voulant parler d'Edward Muybridge, qui est un photographe pionnier de l'origine de la photographie pratiquement, très vite, je voulais expliquer le contexte en fait dans lequel lui il arrivait. Donc, il arrive aux États-Unis en 1855 et la photo vient d'être découverte à peu près. On commence à l'utiliser beaucoup. Et les Américains utilisent le daguerréotype, donc une invention française, qui d'ailleurs a été, c'est-à-dire que la France a acheté les droits à Daguerre pour l'offrir au monde entier. Parce qu'ils considéraient, je sais pas, ils font plus tellement ça maintenant, mais ils considéraient que c'était une invention qui était tellement chouette qu'il fallait que le monde entier en profite. N'est-ce pas beau? Et donc voilà, le daguerréotype a été très utilisé aux États-Unis. Muybridge était là-bas et j'ai voulu expliquer le vrai début de la photo, parce que celui c'était un peu la deuxième étape, parce qu'il a travaillé au début avec Nicéphore Niepce. Et en cahier, j'ai montré la première photo qu'a pris Nicéphore Niepce, qui existe toujours aujourd'hui, et voilà, je la reproduis dans le livre. Parce qu'en travaillant là-dessus, j'avais la matière en allant sur Internet de toutes ces photos qui existent, qu'on peut retrouver. La première photo de Niepce, la première photo de Daguerre. Et je me dis, tant qu'à les avoir, ils sont libres de droit, pourquoi ne pas les utiliser et le mettre dans le livre? Donc c'est pour ça que je les ai séparés un peu de la bande dessinée. Ils sont en page gauche. Et comme ça, on peut suivre un peu l'évolution de la photo. Alors, page 11, vous racontez cette anecdote de Louis Daguerre et de son armoire. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans ce phénomène de sérendipité, c'est-à-dire de faire une découverte inattendue par hasard? Est-ce ce fruit du hasard ou la capacité d'un individu à déceler la source de ce phénomène? L'anecdote en soi, c'est que Daguerre, alors je ne sais pas si c'est exprès, c'est inconscient. Des fois, il y a des inventions qui se trouvent pendant le sommeil, apparemment. Donc, lui, c'est par erreur. Il cherchait la solution pour fixer la photo. Et il se trouve qu'il commence à exposer les photos à l'époque de Niepce. Donc, là, c'est quand même 1830. C'était au moins 8 heures d'exposition, donc c'était très très long, c'est quasiment comme une gravure qu'il voulait imprimer sur la plaque de métal, sur des plaques de métal. Et à un moment, il commence à faire une exposition Daguerre. À ce moment-là, Niepce est mort et Daguerre travaille de son côté pour améliorer le système. Et il met la plaque, il commence l'exposition, il dit je continuerai demain. Vu que c'était fixe, il pouvait. Donc il la met dans son armoire. Et le lendemain matin, la photo s'est révélée en fait. Donc il se demande par quelle magie, parce qu'il cherchait à trouver ça justement. Et là, le temps d'exposition a diminué des heures à des heures à une demi-heure, quelque chose de beaucoup plus rapide. Et en fait, il cherche et il trouve pas jusqu'à ce que finalement il se rend compte que c'était des vapeurs. Il y avait un thermomètre qui avait été cassé dans son armoire. Il y avait un peu de mercure, ça faisait de la vapeur. Et après, on a travaillé beaucoup avec la vapeur de mercure pour développer les photos et les fixer surtout, parce qu'on arrivait à les faire. Et ça a accéléré. Et la photo n'a eu de cesse que d'être développée comme ça pendant les dizaines, 20, 30 années, à être de plus en plus rapide, jusqu'à la photo instantanée qu'on connaît tous aujourd'hui. Alors, vous évoquiez le fait que la France a acheté les droits à Daguerre pour la diffuser dans le monde.
monde. N'est-ce pas beau ? Est-ce que ça a permis, grâce à cette libération du brevet, de diffuser la photo réellement et de donner son essor ? Ouais. Et puis ça a coupé les pattes à Talbot, qui était anglais, qui avait un système aussi qui était vraiment pas mal. Mais lui, il gardait les droits. Donc pour l'utiliser, il fallait payer les droits à Talbot. Et tout à coup, il voit qu'il y a une invention française qui marche aussi très très bien, qui est gratuite, tout le monde utilise. Donc lui, c'est un peu le perdant de l'histoire. Et on a retenu... ça a duré 10 ans à peu près, Daguerre. Après, il y a eu une invention qu'un Écossais a fait. Et lui, d'emblée, il n'a pas voulu... il y a quand même des gens incroyables. Il n'a pas voulu mettre de brevet, de copyright, et il l'a laissé libre. Et là, au lieu de travailler sur des plaques de métal, ce qui était très très cher, et mettre de l'argent dessus, il avait réussi à trouver une formule où on mettait une toute petite couche de matière collante avec un petit peu de sel d'argent dessus, et on travaillait sur des plaques de verre, donc c'est beaucoup moins cher. Donc avant, c'était que des familles riches qui se faisaient de la photo entre eux, et après, voilà, c'est devenu beaucoup plus généralisé, et c'est là où Muybridge a appris à faire de la photo. C'est à cette époque-là, donc juste après le daguerréotype qui a duré à peu près une dizaine d'années. Ouais. Alors, quel est le lien entre un cheval, un peintre, un propriétaire de ranch, un médecin et un Anglais ? Alors, il y en a difficilement un que j'ai lié. C'est surtout que je me suis amusé à lier tout ça, parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que la vie de Muybridge est très mouvementée, mais il a eu un impact parce que maintenant on le considère comme à l'origine du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'il a influencé Edison avec sa machine, parce qu'il a inventé un projecteur quand même. Il a projeté, lui, des tout petits films, donc les photos qu'il avait fait, il les a réanimées avec un projecteur. Et il projetait de façon payante dans des rencontres un peu comme là, où il présentait son travail, et tout à coup, il se mettait à faire bouger le cheval sur le... Et il faisait ça quand même 15 ans avant Edison et les Frères Lumière, donc souvent on l'oublie. Et voilà, mon livre voulait parler de ça et parler un peu des phénomènes qui étaient connexes à ça, parce que lui, en prenant la photo du cheval, il a réussi à prendre donc cette photo du cheval au galop à l'arrêt, ce qui est une prouesse incroyable quand on pense que la photo à l'époque voilà, on avait des appareils photo énormes. À exposition, où on prenait un chapeau et on comptait jusqu'à 10, et hop, la photo était prise. Et lui, il fallait qu'il prenne un cheval au grand galop qui passe devant lui. Donc, il a été sponsorisé par l'homme le plus riche du monde, qui voulait vraiment répondre à la question: est-ce que le cheval quitte le sol quand il court à toute vitesse? Est-ce qu'à un moment, ses 4 sabots sont dans les airs ou pas? Curieusement, c'est une question qui faisait vraiment débat entre les spécialistes, et ils étaient très, très puissants et très riches. Donc, c'était 2 écoles. Donc, il y avait des journaux qui étaient contre ça, qui étaient pour ça. Et notamment, il y avait quelqu'un qui disait à Muybridge, et donc l'homme le plus riche des États-Unis, c'était Leland Stanford, qui a après fondé l'université Stanford, bien connue. Et on dit à Stanford: mais voyons, c'est impossible. S'il n'y a pas une patte qui tient au sol, le cheval tomberait. Donc, c'est assez facile de courir soi-même et de se rendre compte que ça ne marche pas comme théorie. Mais il y avait ce genre de débat. Et il voulait absolument le trancher. Et ça a pris beaucoup de temps. Et cette photo-là, quand elle a été prise, après, il y a eu de l'impact sur la peinture, sur la photo et sur le cinéma. Donc, je voulais ramener ça dans un petit livre, parler un peu de photos et de peinture aussi. Alors, la recherche de la preuve que le cheval quitte le sol un instant lorsqu'il est au galop a été apportée par Étienne Jules Marais, spécialiste que vous nommez. Oui, il a montré qu'en fait, c'était par preuve scientifique, d'après ce que vous expliquez. C'est ça, ouais, c'est avec un graphique. Ouais. Il faisait des graphiques et il montrait qu'il avait mis des capteurs au pied des 4 pattes. Il avait mis des caoutchoucs qui poussaient de l'air sous les sabots. C'était très malin, en fait. Et donc, ça poussait de l'air quand le cheval marchait. Et les petits tuyaux étaient relevés et étaient reliés à un petit graphomètre qui tournait sur un tuyau qui était enduit de suie noire. Et quand il y avait une poussée d'air, ça faisait un petit graphique comme ça. Donc, il avance avec son cheval, ça fait des petits graphiques, et il se voit bien que, voilà, au galop, ça va. Et là, au grand galop, il se rend compte qu'à un moment, les petits graphiques, ils ont tous sauté à peu près en même temps. Et il fait un article scientifique, mais Stanford, voilà, aux États-Unis, voit cet article et il dit: oui, ça y est, je crois que ce Français, il a raison, mais il me faut une photo. Il voulait une photo parce qu'un graphique, c'est quand même pas très parlant. Et là, la photo arrivait de plus en plus dans le quotidien des gens, mais pas à ce niveau-là. Donc, il demandait à Muybridge de faire un truc qui était impossible. Et en quoi la recherche de cette preuve que souhaitait Stanford
allait bousculer toutes les représentations du mouvement du cheval. Parce que depuis les Abyssiniens, en fait, qui ont représenté le cheval en grosse sculpture, les Égyptiens, eh ben on a toujours représenté le cheval avec les sabots devant quand il court à grande vitesse et les sabots derrière. Et d'ailleurs, c'est très marrant, je mets des exemples dans le livre, de gars, quand il fait le rugby d'Epsom, on voit deux chevaux et ils sont comme ça, comme un peu dans les fêtes foraines, on dirait des grenouilles qui sautent. Aujourd'hui, on trouve ça juste ridicule. Mais à l'époque, c'était le cheval, quand il courait, on croyait s'il quittait le sol, c'est quand il était en extension, donc avec les sabots devant et derrière. Voilà, un peu comme un plongeur olympique. Et donc, après, quand on a vu les premières photos, les gens ne voulaient pas le croire. Quand ils ont vu que le cheval quittait le sol, certes, mais c'est quand il regroupe ses sabots, en fait, quand il est revenu comme ça. Et donc, moi, je parle beaucoup de ça parce que j'ai travaillé dans le dessin animé. Et quand on doit dessiner image par image le cheval, ce qui m'était arrivé une fois ou deux, eh ben, on se creuse la tête. Hein, comment les pattes vont. Et puis, donc, il faut trouver les poses clés. Et il y a la pose clé comme ça, où il est comme une espèce de araignée, une araignée morte, recroquevillée, comme disaient certaines personnes qui voulaient pas croire en ces photos, qui disaient c'est faux, en fait, c'est pas. Il nous montre des photos, mais j'y crois pas. Et c'est pour ça qu'il a fait lui après un projecteur et il a mis ces images et il les a projetées et là les gens voyaient le mouvement se déployer devant eux à partir d'une image. Ils disaient ah ben oui là ça y est, en fait, c'est la réalité et ça a influencé évidemment les peintres, dont le peintre le plus connu à l'époque c'était Meissonier qui dessinait des grandes fresques napoléoniennes avec beaucoup de chevaux au galop et tout ça. Et il est revenu sur certains de ces tableaux pour reprendre conformément comment bougeait le cheval. Et après, on le voit très bien quand on va dans un musée et qu'on voit des images avant 1870. Voilà, le cheval, quand il court, il est comme ça, c'est très rigolo. Et après, c'est fini. Après, voilà, on met le cheval comme on le connaît aujourd'hui. Alors, votre bande dessinée est centrée sur le personnage d'Edward Murbridge, connu donc aujourd'hui pour ses décompositions photographiques du mouvement. J'ai repris le thème exact. Il croise de nombreux personnages, scientifiques, peintres, hommes d'affaires, inventeurs, dont vous faites même une fresque en fin d'album pour qu'on recontextualise l'époque. Est-ce pour vous aussi la nécessité de montrer que la notion d'invention ou de progrès n'est pas due à un seul individu, mais bien à plusieurs facteurs combinés? Oui, la plupart du temps, quand on regarde toutes les avancées technologiques d'aujourd'hui, ne serait-ce qu'un téléphone, c'est pas une personne qui l'a inventé, c'est beaucoup de gens qui ont participé à améliorer tout le processus. Et là, on a vraiment l'exemple, on pense souvent aux frères Lumière qui ont inventé le cinématographe et le cinéma comme on le connaît aujourd'hui. Ils ont inventé le projecteur, mais avant, il y a eu Muybridge, il y a eu Edison, et il y a eu aussi d'autres gens. Moi, je le résume à 2-3 inventeurs comme ça. Et chacun a participé à sa façon. Même après les frères Lumière, ils avaient inventé un système mécanique. En fait, c'est surtout Louis, et non pas Auguste, qui l'a inventé. Un soir de fièvre dans son lit, il s'est dit... parce que pour que la pellicule passe comme ça, et quand on la projette... Ce que Edison n'avait pas fait, lui, la pellicule avançait comme ça, tout simplement, sans être saccadée. Mais comme c'était des tout petites images, ça passait. Donc, les gens regardaient ça, chacun. Et comme il voulait projeter, Louis Lumière, il a dit, il faut avoir un mouvement qui saccade, c'est-à-dire où on voit l'image, et après, elle fait comme ça, en saccade. Et comme ça, on a des fractions d'images. Ça ne peut pas juste être... Donc, il a dit, une machine à coudre. Parce que la machine à coudre, quand elle avance, elle fait tout comme ça. Et voilà, en une nuit, il avait inventé le cinéma. C'est la légende de Louis Lumière. Mais il était incroyable. Il a inventé tellement de trucs. C'était fascinant à creuser. Après, moi, j'en mets quelques extraits. Et voilà, donc cette invention-là, typiquement, les Lumières ont ouvert la machine des Edison quand c'est arrivé à Paris. Et ils ont regardé ça de très près en disant, ah oui, là, le mécanisme, on pourrait améliorer ici et ça. Et ils ont fait leur machine qui était... tellement au-delà de ce qu'avait fait Edison. En une petite boîte à chaussures comme ça, on pouvait filmer, on pouvait aussi projeter et aussi développer. Et donc tout en un, c'était extraordinaire. Et vous parlez des personnages clés. Donc il y a eu une espèce de synthèse entre les travaux de Muybridge, d'Edison et de Raynaud. Alors quels étaient leurs points de vue? Et quelle spécificité des uns et des autres? Émile Raynaud, lui, il avait fait le premier à faire en fait
pas du cinéma, mais comme moi je viens du dessin animé, on a étudié un peu Émile Reynaud. Il avait un peu ce que le cinéma est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire des grandes bobines, mais il avait des péloches qui avaient cette taille-là, et il les projetait une après l'autre. Et il s'était rendu compte que de temps en temps, il pouvait mettre, c'était Pierrot, la Lune et tout, c'était très mignon. Et il y avait quand même une foule incroyable qui venait voir ça. En fait, il devenait un conteur avec des images. On a calculé qu'il y avait un demi-million de gens qui étaient venus voir ses spectacles. Et il avait son théâtre à Paris. Et il tournait ça, et de temps en temps, il les tournait plus vite, ils avaient un peu d'animation. Donc on voit Pierrot qui lançait une balle ou qui saute dans l'eau, et il avait dessiné comme ça des panneaux entiers. Et le père Lumière a assisté à ça. Et il a dit, c'est formidable. Il avait une énergie incroyable. Et il va voir ses fils à Lyon. Il dit, il faut faire du cinéma. J'ai vu le spectacle de Reynaud. La foule est enthousiaste. Et à l'époque, c'était pas évident, en fait, que projeter des histoires, les gens allaient aimer ça, en fait. Ça a pris du temps avant que ça démarre. Je le montre un petit peu dans le livre. Mais je voulais parler de Reynaud parce que quand même, lui, il a vraiment été le premier à raconter des histoires avec quelque chose qui ressemble au cinéma aujourd'hui. Et quand les frères Lumière ont inventé leur film, ils ont inondé le monde de films de projection. Et lui, il s'est retrouvé avec ses bobines que plus personne venait voir. Et il a tout jeté dans la Seine. On en a récupéré quelques-unes qui sont dans les musées et qu'on peut voir sur Internet. Là. Mais de dépit, il a vendu tout le truc en ferraille et puis il a acheté juste devant son truc dans la Seine. Donc quand on se penche devant le pont, on se dit « Ah, mon Dieu !» Voilà, c'est juste un trésor qu'on n'a pas pu garder, c'est malheureux. Alors en quoi les techniques développées sont-elles aussi révélatrices des conceptions des sociétés ? Par exemple, l'approche d'Edison n'a rien à voir avec celle des frères Lumière sur la pratique. L'un était plutôt individuel, l'autre plutôt sur une projection collective. Ouais. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les conceptions de société ? Conception d'homme, en fait, Edison, c'était un inventeur, c'était aussi un homme d'affaires extrêmement coriace. Et lui, il avait vu qu'on pouvait faire des petits films et que chaque personne payait un nickel pour 25 sous pour voir le film. Et il s'est dit, il faut que ça reste comme ça. Si je projette, plus personne paye 25 sous. C'est pas assez. En fait, il n'a pas compris qu'il peut faire une salle et faire rentrer des gens. Donc lui, c'était à usage unique. Voilà, c'est comme les pailles. Et les frères Lumière ont dit, il faut faire des salles et on va projeter. Ça va être différent. Ils ont tout de suite compris et peut-être parce qu'ils avaient vu leur père leur a parlé d'Émile Reynaud avant. Et donc, ils inventent la projection en salle. Et lui, il est toujours resté sur son idée. Et on lui avait dit pourquoi. Celui qui a inventé la machine de Edison, bon, c'est pas Edison vraiment, c'est un gars qui s'appelle Dickson. Il avait dit, pourquoi on fait pas un projecteur ? Il dit non, pas de projecteur, on va perdre de l'argent. Comme ça, tout le monde achète nos machines et tout le monde va payer 25 sous pour chaque truc. Donc, c'est des conceptions, à usage unique ou après à projeter en salle. Alors, avec le cinéma, on a fait un bond en avant dans le temps. Revenons sur les évolutions des différents essais de prise de vue du mouvement du cheval de Maybridge. Un premier résultat quasi concluant a lieu, page 87, sur un album de 200, donc on se demande bien ce qui peut se dérouler après. Pourtant, Maybridge, il n'est pas satisfait du résultat, alors que ça aurait pu être une première preuve scientifique, parce qu'il juge sa photo trop floue. Quelle est l'exigence scientifique, ou pour le dire autrement, quelle est la valeur artistique de la vérité ? On est passé dans la partie dans la partie France Culture de l'émission. En fait, c'est pas que lui, c'est aussi de l'autre côté le client en fait qui a dit c'est très bien, mais il faut qu'on arrive à une photo nette. Donc lui, il avait pris une seule caméra et il essayait devant le cheval de le prendre au bon moment. Et forcément, c'était flou. Après, il s'est dit je peux améliorer le processus. Ils ont fait comme ça trois étapes sur des années et des années. Entre-temps, les choses s'amélioraient. Et à un moment, il voulait avoir la séquence au complet du cheval. Donc, il ne peut pas prendre une photo là et refaire passer le cheval et espérer arriver juste un peu après. Donc, il a eu l'idée de mettre 12 appareils photo et de déclencher l'appareil photo par une corde. Donc, quand le cheval passe devant la corde, clac, il prend la photo. Donc, c'est très malin. Et il met comme ça 12 appareils photo. Le cheval passe à toute vitesse. Il fait tomber tous les appareils photo. Et il a fait tomber tous les appareils photo, ce qui fait qu'après, il a tout électrifié ça. C'était l'époque du télégraphe, donc l'électricité arrivait dans toutes ces machines. Et là, c'était beaucoup plus sensible. Le cheval passe et il prend toute la séquence au complet. Il arrive à le faire, mais ça lui a pris près de 7-8 ans à arriver à ça, en fait, avec plusieurs essais.
Et quand c'était flou, c'était pas suffisant. Donc, il a eu la séquence. Donc, il était, lui, pratiquement 15 ans avant ce qui était possible de faire. C'est ça qui est incroyable. Donc, quand les gens ont vu les premières images du cheval arrêté, c'était pour la première fois, on montrait une image que l'œil ne pouvait pas voir. On peut pas voir le cheval courir à toute vitesse. L'œil n'arrive pas à définir le mouvement, comment il est fait. Et là, tout à coup, on le voyait tout décomposé. Et cette photo a été vendue parce que lui, évidemment, c'était un peu un homme d'affaires, mais il vendait des photos, il était photographe. Il en a vendu des milliers, des milliers, des milliers. Ça fait le tour du monde, et tout le monde a vu cette séquence de moments arrêtés. Donc, il a réussi à figer le temps, à arrêter le temps. C'est vraiment une de ses grandes réussites. Ouais. Cette question sur l'exigence scientifique ou de la valeur artistique de la vérité fait écho aussi à la composition de votre album qui inclut des photographies d'époque. Est-ce aussi une façon d'apporter une preuve à votre travail artistique ? En quoi compléter vos dessins par la reproduction de vraies photos apporte une valeur ajoutée au récit ? C'est simplement, comme je disais tout à l'heure, en fait, je travaillais sur daguerreotypes, sur Nips, et voilà, à côté j'ai l'ordinateur, je vais voir la première photo de Nips, la photo de daguerre, et je me dis pourquoi pas ne pas l'inclure dans le livre, vu que ça se fait simplement et que c'est tout à fait... ils ont 150 ans ces photos, donc pourquoi ne pas les utiliser ? Donc je me dis c'est un matériau. J'avais pas prévu de le faire au début, mais c'est en travaillant sur les recherches que je me dis tiens, je pourrais les inclure dans le livre. Ça serait tout aussi simple. Et parler d'un photographe et de montrer aucune photo du photographe, ça aurait été bizarre quand même, parce que Muybridge, avant d'être ce qu'on connaît aujourd'hui plus l'aspect scientifique du gars, a été d'abord un grand photographe paysagiste. Donc il a pris des photos du parc de Yosemite et il a été très connu pour ça. C'est pour ça que Stanford est venu le chercher, parce que c'était un des photographes les plus connus des États-Unis, avec ses photos de cascades et de chutes et d'arbres incroyables qu'il avait ramenés de Yosemite. Et donc voilà, en les voyant, je me suis dit, je vais en inclure dans le livre. Comme ça, on voit tout le parcours artistique de Muybridge aussi, pas seulement ses séquences de mouvements, mais ce qu'il a fait avant. Il a aussi photographié, il avait été envoyé par l'armée. Déjà, il a été le premier photographe à aller, ils l'ont envoyé en Alaska pour qu'il revienne avec des images de l'Alaska, comme il avait fait du parc Yosemite. Parce que, curieusement, les Américains achètent l'Alaska en 1865, c'est ça ? Oui. En 1865... plein de journalistes écrivent dans les journaux, mais voyons, pourquoi on achète ça, on nous le donnerait, on n'en veut pas, il n'y a que de la neige, qu'est-ce qu'on fait, et pourquoi les Américains s'embarrassent d'avoir un territoire comme ça ? C'était pour rencontrer Poutine, je pense. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même appelé le deal du siècle. Et donc, ils disent, on va envoyer Muybridge, il va prendre des photos comme il a fait de la vallée du Yosemite, et ça va le rendre populaire. Ce qui est arrivé, il a pris des photos, et c'est assez fascinant, j'en mets dans le livre, et on voit notamment des prêtres, on voit bien que c'est des orthodoxes, et on voit le côté très russe de l'Alaska de l'époque, ces espèces de popes qui sont là avec leur chapeau. Et ça, c'est le premier photographe, c'était Muybridge qui était là-bas. Donc, il était aussi reporter, il a eu une vie très compliqué, et il a pris les photos de tous les phares aussi sur la côte des États-Unis qui sont très belles. Donc, pourquoi ne pas les mettre dans le livre ? Parce que ça devient vraiment... ça nourrit l'histoire parfaitement. Mais ça questionne aussi sur le sens de la vérité, c'est-à-dire est-ce que votre dessin aurait pu suffire à illustrer un propos d'une réalité ? Au même titre que Muybridge, vous le mettez au début, il prend la photo de reportage de guerre, on voit, et il habille un pauvre gars en indien pour donner l'impression que c'est un extraordinaire guerrier, alors que c'est une mise en scène d'après ce que vous dites. Voilà, maintenant on apprend un peu plus à être sur nos gardes quand on voit des images, mais ça a tout de suite commencé dès le début, parce que lui c'était un des premiers reporters, et il était là, il couvrait une guerre, en tout cas un déplacement de natives américains, et il n'en avait pas sous la main, mais il y avait un gars qui était indien, et il lui demande de se mettre torse nu avec un flingue, il le prend en photo, et voilà, il fait semblant qu'ils se sont fait attaquer. Donc voilà, il fait du mauvais reportage, comme on dirait aujourd'hui, c'est sûr. Mais ça a commencé dès le début. C'est intéressant de voir qu'on manipulait l'image dès les tout premiers reportages. Mais il y a aussi une espèce de mise en abîme dans votre album, dans votre bande dessinée, qu'on peut illustrer aussi par la page 88, où paraît dans un journal la gravure d'une photo, de la peinture d'une photo. Qui était la seule façon de reproduire l'image à l'époque. Jusqu'où vous-même êtes-vous allé pour illustrer le lien entre le dessin, la photo, le cinématographe et autres praxinoscopes
Alors la difficulté avec le dessin, déjà avec le dessin, ce qu'on arrive à faire, c'est c'est une feuille de papier à plat, donc c'est 2 dimensions. On arrive à faire une fausse 3 dimensions avec la perspective et cet effet d'illusion qu'on connaît tous. Mais je me suis amusé à un moment, parce que là on parle du mouvement, et à un moment je me suis dit tiens, on peut aussi faire du mouvement, pas avec une page, mais avec plusieurs pages. Si on met un petit dessin, ça devient un flipbook. Absolument. Donc j'ai inclus, quand il fait ses projections Muybridge, j'ai inclus des flipbooks du cheval et puis des boxeurs comme ça dans des coins de page, ce qui fait qu'en fait on arrive à la 4e dimension, le temps, avec un livre, parce qu'on peut faire un flipbook, et ça m'a bien amusé de pouvoir inclure du mouvement dans quelque chose qu'on dit un peu désuet, le livre, mais bon, on peut quand même faire du mouvement avec. Alors qu'est-ce qui vous attire dans cette forme de narration entre chronique et documentaire, puisque c'est quand même votre signature à travers l'ensemble de vos albums, et qu'est-ce qui, à votre sens, permet cette forme de documentaire? La bande dessinée arrive bien à faire ça. Moi, j'en lis beaucoup et je me régale d'apprendre des choses et de m'amuser en même temps. Moi, j'ai fait beaucoup de livres sur moi en Chine, moi en Corée du Nord et moi à Jérusalem. Et je me disais en faisant ces albums que ça serait pas mal de parler de quelqu'un d'autre et d'utiliser par contre la bande dessinée, cet outil que je commence à maîtriser pas trop mal, et de parler de l'histoire de quelqu'un d'autre qui a eu une vie extraordinaire. Et moi, quand j'ai fait du dessin animé quand j'étais jeune, on avait tous le bouquin de référence de Muybridge sur les photos. Et pour moi, voilà, longtemps, c'était un drôle de gars qui avait pris toutes ces photos. Je voyais bien qu'ils étaient assez vieilles, mais je ne m'étais pas posé plus de questions. Et à un moment, j'ai entendu l'histoire de sa vie, en fait, qui est assez mouvementée. Parce que, bon, lui, à un moment dans sa vie, il a eu un accident, il a eu 9 jours de coma, il s'est relevé de ça, et puis après, il était complètement différent. Bon, il a tué quelqu'un aussi à un moment, donc ça a été aussi, j'imagine, une expérience assez traumatisante. Enfin bon, lui, il en avait pas. C'était un drôle de gars, hein, il n'était pas très fréquentable. À la fin de sa vie, on lui a demandé si il regrettait d'avoir tué quelqu'un. Il dit: je regrette qu'une chose, c'est qu'il n'ait pas souffert plus longtemps. Donc c'était l'époque des cow-boys, hein, on réglait nos histoires à coups de fusil, et lui, il s'en est pas, il s'est pas empêché de le faire. Alors cette question de la recherche de la vérité, on finira dessus, est liée à l'histoire de la photographie. Vous nous montrez une époque où la reproduction de la réalité par la photographie est limitée par la technique. Aujourd'hui, c'est la technique qui empêche de déceler le réel. Finalement, le dessin et votre forme narrative ne deviendraient-elles pas le support refuge pour décrire la réalité ? Le support de la bande dessinée, pas plus qu'un autre. En fait, je pense que la bande dessinée peut mentir, comme la photo peut mentir, comme le cinéma peut mentir. Il faut toujours être aux aguets. Je crois que maintenant, c'est un exercice qu'on a au quotidien quand on voit des photos, des images, surtout maintenant des illustrations. On se dit, tiens, elle est un peu bizarre, et on se dit, ça c'est une IA. Donc maintenant, il y en a beaucoup des images en IA. On se méfie, c'est très bien aussi. Hein, c'est ce que je montre dans le livre, parce qu'à un moment, il y a... Et on prouve par l'image que le cheval court de cette façon, et qu'il va falloir s'adapter à le dessiner et à le voir comme ça. Tout le monde participe, mais il y a des peintres qui assistent à la présentation de Muybridge et qui se disent non, mais c'est trop bizarre comme façon de représenter. Et il y a le sculpteur Rodin, en fait, qui illustre bien qui résume bien le truc et dit certes c'est la réalité, mais dans la vie le mouvement s'arrête pas. Ce qui fait que lui il va sculpter le cheval comme il le ressent, plus que comme on le voit sur des photos. Donc la réalité est là, on la voit, mais après c'est une partie de la réalité, parce que c'est vrai que jamais on peut voir le cheval comme ça, alors que pourtant il est là. Donc c'est toujours un peu ambivalent. Merci pour vos réponses. Je vous invite à découvrir pour une fraction de seconde, hommage tant par la forme que sur le fond à la photographie, au cinéma, au dessin et même à tous ensemble. Merci Guy Delisle pour vos réponses. Merci.